bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. On vous l'avait promis hier, il est là aujourd'hui, c'est Mahmoud Aziari, il est avec nous sur le plateau. Mahmoud, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation, on est très content de vous recevoir sur ce plateau. On vous a appelé pourquoi? Parce que vous étiez et vous êtes toujours impliqué dans la vie associative et notamment les collectifs. Et quand je vous ai appelé pour avoir votre avis sur les collectifs qui se déchirent, vous m'avez dit il y a des choses qui ne vont pas à Mayotte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les collectifs à Mayotte se déchirent, Mahmoud? Je pense que l'idée de base, c'est que à Mayotte, on ne sait pas mettre en avant ce qui est important. Oui. Je crois qu'on a vraiment du mal à dire parmi plusieurs choses qu'est-ce qui est important, quel est le poids que je donne à chaque chose. Et quand il y a des choses négatives et des choses positives, quels sont les poids que je donne à chacun. C'est-à-dire qu'on a du mal à faire les priorités. À faire des priorités. C'est ça. Et puis, je pense qu'à un moment donné, on ne sait pas tenir sur la durée. C'est pour ça qu'on est souvent perdant, alors qu'ailleurs, les gens savent. Nous, on ne sait pas tenir sur la durée. Mais ici, dans le cas d'espèces, le cas on dit deux collectifs. C'est très marrant. Tout le monde dit qu'il y a deux collectifs, mais quand vous écoutez les acteurs, ils disent, ah non, mais il y a un collectif. Le collectif, il y a voilà, il y a le collectif, c'est moi, puis les autres, non, c'est pas le collectif. Oui. Donc chacun des deux va dire ça. Mais quelle est la réalité? D'abord, partons de quelque chose qui est juste temporel. Ouais. Il y a eu un collectif pendant la grève, il y a eu un collectif qui s'appelait le collectif des citoyens, qui réunissait le CODIM, comme organisation principale au sein du collectif, et puis il y avait le Civirevos, du fameux Silaï dont on parle souvent. Il y avait les assoiffés, alors vous aviez des gens comme Safina, voilà, on parle beaucoup d'elle, mais il y a beaucoup d'autres personnes au sein des assoiffés, et puis il y a eu un mouvement qui s'est greffé qui s'appelle Calvenze, etc. Donc en fait, c'était une fédération de différents collectifs. D'associations, mais voilà, ils sont mis en collectif, et c'est ce collectif-là qui a été pendant la grève. Donc pendant la grève, vous aviez l'intersyndical, ce sont les syndicats, et vous aviez le collectif. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que le collectif, ce fameux collectif, parce qu'on entend tout le temps le collectif de Safina et de Silahi, n'est pas légitime. Si, il est légitime parce que d'abord, c'est juste la réunion de quelques associations qui se sont mises dedans et tient sa légitimité du fait qu'elle a participé à la grève. Et je rappelle que pendant la grève, pendant tout le mouvement, il n'y avait qu'un collectif. Et à côté, il y avait l'intersyndical. OK ? Alors, la question à se poser, c'est finalement, pourquoi il y a un deuxième collectif ou pourquoi il y a un collectif en substitution? D'où ça vient? Et pourquoi ce collectif venu en substitution ou en deuxième création dit à un moment donné, mais le collectif, celui qui était pendant la grève, n'est pas légitime. Comprenez la question Oui, mais il y a quand même un problème de fond, Mahmoud. C'est-à-dire qu'on a quand même dans ces 2 ou 3 collectifs 2 visions totalement différentes. Une dit il faut travailler avec les élus et l'État. L'autre dit on ne croit plus en nos élus et l'État. Et ça change tout. Le fond, tout le monde est d'accord sur les revendications, globalement, mais c'est sur la forme, sur la manière de combattre, entre guillemets, ces idées. Les Mahorais me connaissent. Je pense que voilà, vous me connaissez. Oui, bien sûr, clairement. Je pense que beaucoup de Mahorais me connaissent, à force de parler, de blablater peut-être, les Mahorais me connaissent. Je suis censé être probablement la personne la plus dure à Mayotte, une des personnes les plus dures à Mayotte. C'est pas faux. Envers l'État, envers les élus, etc. Et pourtant, le collectif avec lequel je travaille le plus, en tout cas celui qui me sollicite le plus, c'est celui qui est censé collaborer avec l'État et les élus. Donc, à moins, alors, on peut se dire, il est fou, il est vendu, il s'est converti, il s'est repenti, il s'est converti, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais rappeler une chose simple. Quand le collectif est né, des histoires de violence, seulement envers les transporteurs, on a greffé beaucoup de choses dedans,
sur l'immigration clandestine, on a greffé des choses sur le développement de Mayotte. Sur quoi nous avons greffé ces choses? Nous avons greffé ces choses-là sur le modèle du mouvement qui a eu en Guyane en 2007. Et ce mouvement s'appelait Pour la Guyane décollée, avec les 500 frères et Trop Violence. Ils se sont réunis, un peu comme collectif et syndicats, mais là-bas, mais les syndicats aussi ont participé, beaucoup de gens. Et quand toutes les discussions sont arrivées, tout le monde a suivi ici le mouvement de Guyane, le protocole d'accord signé à la fin a été signé entre l'État, les élus de Guyane et les gens des collectifs, les gens de Trop Violence et des 500 frères. C'est sur ce modèle-là qu'on est parti en disant on va ajouter des choses, ou on va faire les choses sur le modèle de Guyane, c'est-à-dire qu'à la fin, quand il va falloir signer sur des choses, notamment des projets d'engagement sur ce qu'on va faire sur le développement de Mayotte, qui appose sa signature. L'État devra signer avec des gens qui gèrent des collectivités, etc. Je ne parle même pas des parlementaires, parce que, à mon avis, dans cette histoire-là, ils ne jouent pas un rôle majeur, mais ce sont les collectivités, notamment le département. Donc, si on est parti sur le modèle de la Guyane, ça signifie qu'on s'attend qu'à un moment ou à un autre, les élus doivent signer quelque chose. On n'est pas dans une revendication syndicale où on veut 4% d'augmentation ou défendre les emplois dans une société ou même dans une branche. Nous sommes en train de parler d'un développement du pays qui peut s'étaler sur le long terme. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'à un moment donné, on ne peut pas exclure complètement les élus de la démarche. C'est ça. C'est parce que nous sommes partis sur un modèle de Guyane. Maintenant, effectivement, en Guyane, moi j'ai discuté avec des gens de 500 frères. Ils se disent, OK, il y a eu des erreurs, il y a des hauts et des bas dans cette histoire. Mais l'idée, c'est qu'on est parti sur ce modèle de Guyane. Donc, c'est ça qui justifie qu'on s'est dit, on travaillera avec des élus. D'accord. Voilà. Mais ça ne marche pas. Non, après, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le gouvernement, d'abord, qui dans l'histoire, pour moi, a déconné dans cette histoire-là. Je pense que le gouvernement s'est dit, moi je ne veux pas discuter avec les gens du collectif directement, je ne veux pas, nous ne voulons pas discuter avec les gens du collectif, du collectif, nous ne voulons discuter qu'avec des élus. Une grosse erreur. Et quand la ministre est arrivée le 12, elle est venue dans son avion avec Tani Mohamed Soualihi et Hassan Abdallah, donc elle a dit, et le maire de Mamoudzou sont allés à l'aéroport l'accueillir, et elle a dit, moi je ne veux pas parler à ces gens-là, je ne veux parler qu'aux élus. C'était le 12 mars. OK? Les Mahorais d'abord se sont dit, si la ministre prend cette position-là et que Tani et Hassan Abdallah ont été dans l'avion avec elle et que Rokia Lahie, etc., sont partis, ce sont des traîtres. C'est ce qui a causé que le 13 mars, quand Tani et Rokia étaient dans l'hémicycle avec Majani, c'est même pas Sobahadine qu'on visait ce jour-là, mais Hassan Abdallah aurait été là aussi, aurait été visé. Les gens sont venus en colère les sortir parce qu'ils leur ont apposé l'étiquette du traître. Finalement, la ministre a dû changer d'avis et nous a reçus les 13 au soir. Alors, je ne vais pas donner des détails parce que ce serait trop long, mais ça aurait été très, très significatif si j'avais le temps de raconter ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais on n'aura pas. Donc, on sort de là, la ministre nous reçoit quand même, mais déjà, elle nous fait une scène incroyable parce qu'on fait une délégation au conseil départemental pour aller là-bas avec le collectif, l'intersyndical et quelques élus. Et on voit tous les élus de Mayotte autour de la table à tel point que nous, on ne savait même plus où s'asseoir. Et Tani qui prend la parole, qui vocifère contre moi, le maire de Mamoudzou, etc. Tout était faussé à la base. Mais on a compris qu'ils veulent se jouer de nous. N'empêche qu'on est allé, on a avancé 15 mesures. Ce sont les 15 mesures qui ont été symboliques à un moment donné. Et on a dit, on va partir sur ces 15 mesures, alors qu'on était en train de finaliser un document qui allait contenir, après 101 mesures, qui devrait plus tard devenir le protocole à signer pour sortir de cette crise, comme en Guyane. OK? Jusque-là, c'est bon. Mais que fait le gouvernement? Au sortir de là, donc, il y a beaucoup de bruit qui se fait, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, une fracture chez nous. Le général, à qui on avait demandé d'aller démanteler les poches des gens qui terrorisent ici, les coupeurs de route, etc., Sénère s'en va, on fait partir Bro. Finalement, c'était une bonne chose qu'on le fasse partir. Et la ministre dit après, moi je vous envoie des experts. Les experts arrivent ici, ne travaillent pas avec l'intersyndical ni avec le collectif, mais ces gens-là travaillent avec des élus. Ils vont aller voir Idanel, ils vont aller voir des patrons de Mayotte. Ils ne travaillent pas avec les collectifs. Ils font leurs documents,
les transmettent au ministère, et le ministre dit, moi je recevrai les élus à Matignon, mais je ne reçois pas les collectifs, je ne reçois pas l'intersyndicale, et je vais annoncer des mesures. Les mesures sont annoncées, nous on les suit en direct, on voit les élus applaudir, se congratuler. Or, on se rend compte que les mesures viennent du travail des experts. Le travail des experts n'a pas été fait avec les collectifs. Et on critique quelque chose que les élus ont applaudi. Et les élus de retour à Mayotte ne font aucun effort pour dire, messieurs des collectifs, messieurs, dames des collectifs et des syndicats, venez, on va discuter de ce qu'on a entendu là-bas. Donc, coupure eux-mêmes. À ce moment-là, cause la coupure avec le collectif et l'intersyndical parce qu'ils applaudissent un truc, on n'est pas d'accord et ils ne viennent même pas nous parler alors que c'est nous qui leur avons dit je comprends ce que vous nous dites, Mahmoud Azhari, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas très démocratique là-dedans. On est en France, on est dans un pays démocratique. Et ça veut dire quoi? Que le gouvernement veut discuter, négocier avec les représentants du peuple. Les représentants du peuple, c'est les élus. Il est normal que un gouvernement veuille discuter, et on le voit au niveau national, c'est les élus locaux qui n'ont pas fait le boulot avec le collectif alors. Patrick, c'est de la foutaise. D'accord. C'est de la foutaise. Macron a tenu cette position vis-à-vis de l'outre-mer, ça commence à ressembler à de la discrimination, parce que quand les Gilets jaunes ont commencé... Ils ont monté un parti politique, le RIC. Parti politique ou pas, le gouvernement a demandé aux Gilets jaunes de discuter avec eux. Macron a fini par mettre un débat public dans lequel il va discuter avec des gens de la population, pas nécessairement avec des élus. Essentiellement des maires. Donc, au-delà voilà, vérité, au-delà des Pyrénées, je ne sais pas quoi, erreur en dessin, je ne sais pas quoi, mais voilà, il y a déjà deux trucs différents là. Mais peu importe, peu importe. Mais je vous ai encore dit, dans le modèle guyanais qu'on a suivi, le protocole a été signé par les 500 frères. Et là, donc, la discussion a eu lieu avec les 500 frères. Pourquoi discriminer Mayotte et dire qu'on ne veut pas discuter avec les citoyens? Mais on va un peu plus tard. La ministre dit, moi, je viens à Mayotte, une fois que le Premier ministre a fait les grandes lignes. Et donc, nous, on l'attend de pied ferme. Et ça, c'est important. On l'attend de pied ferme à Mayotte. Saïm Naouda, Sadachim et moi, on est allé sur Mayotte Première. Et on a expliqué aux Mahorais comment on allait recevoir la ministre et qu'est-ce qu'on allait lui dire sur la base du fait qu'on n'était pas content des mesures et on voulait rediscuter de ça parce que ce qui s'était passé avec les élus ne nous satisfaisait pas. Mais au moment où on se prépare à faire tout ça, effectivement, c'est là où la scission arrive parce que des gens du syndicat vont à Paris sans effectivement avoir eu le temps de discuter, les gens n'étaient pas au courant, pas reçus là-bas, énervés, viennent ici, se réunissent sans moi. Je ne sais pas pourquoi personne ne m'a appelé à cette réunion, alors que j'aurais pu calmer un peu tout le monde ou donner mes arguments. Et on décide, alors que je n'étais pas au courant, qu'on ne va pas à cette réunion, alors qu'on avait dit quelques jours avant à tout le monde à la radio qu'on y allait. J'ai quand même décidé d'y aller, sous beaucoup d'autres conditions, parce qu'il faut dire les choses à la personne concernée au lieu d'aller s'enfermer quelque part et vociférer dans un truc où déjà on n'est pas entendu. Mais là, l'erreur, et je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais l'erreur qui a été commise à partir de là, je pense que Tani porte une responsabilité et les autres en ont profité. Parce qu'entre-temps, on a commencé à entendre parler de la fameuse feuille de route, etc. Et en parallèle du mouvement, on apprend que Mayotte est en danger parce que Mayotte risque de revenir aux Comores, que c'est le combat le principal, il faut oublier tous les autres combats, il faut s'engager dans ce combat-là. Et c'est là qu'apparaît Estelle Youssoufa, qui, naturellement, rompu au journalisme d'investigation, connaît les choses. Mais Soroda dans l'âme. Peut-être, je n'en sais rien. Oui, c'est quand même. Bon, mais ça, je ne peux pas juger, parce qu'en même temps, Estelle a une vie, elle a animé des conférences avec des gens qui sont des panafricains, etc. Donc, elle est plus internationale, mais maintenant, Mayotte, qu'elle soit sourde dans l'âme, ça, c'est un problème que je ne peux pas... C'est même pas mon problème, d'ailleurs, qu'elle soit sourde ou sur la main. Ça, pour moi, c'est du truc ancien, et c'est d'ailleurs un des torts qu'on a aujourd'hui, en voulant à tout prix aller revivre des méthodes, des trucs des années 60 au 21e siècle en 2018 avec des méthodes qui justement nous ont poussé là, mais encore une fois on n'aura pas le temps d'entrer dans ces détails qui sont pourtant très importants. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment
où nous sommes partis en disant il y a un autre problème. Mayotte est en danger. Mayotte va revenir aux Comores. La feuille de route est un élément, etc. Et on a commencé à mobiliser des gens. Et là, justement, par ces méthodes utilisées avant, par des aînés ici, par des fondis, etc., on a expliqué qu'il nous faut absolument un leader incontesté ou deux, trois leaders incontestés qui remettent les choses dans la position du MPM avant. Et là, d'une certaine façon, même le sénateur Marcel Henry et d'autres fondis disent que c'est Estelle. Dans un premier temps, les gens suivent. Dans un deuxième temps, notre fondi dit non, vous n'avez pas besoin de leader parce que si jamais vous désignez un leader maintenant, alors ce sera la guerre entre vous. Et les deux incompréhensions ont persisté à un moment donné. Des gens ont compris qu'il faut absolument un leader, d'autres ont compris qu'il ne faut surtout pas un leader, et que, du coup, ça revenait à une proposition que j'ai faite en disant on ne va pas avoir de leader incontesté parce qu'on n'est plus au temps où on devrait avoir des leaders incontestés. On est au XXIe siècle avec des enjeux forts, notre méthode, et il faut aller trouver des gens qui maîtrisent des sujets, qui sont des experts dans des sujets, et pousser ces gens à discuter avec le gouvernement pour mettre des sujets, la piste longue, les routes, les écoles, la santé, l'éducation, etc., comme dans une grande entreprise. Comme dans un gouvernement, en quelque sorte. Comme dans un gouvernement, Ouais, au lieu d'avoir un leader incontesté, comme si on était chez Kim Il-sung, etc. Ouais. Et tout le problème, à mon avis, qui nous mine aujourd'hui, vient de cette incompréhension entre le leader incontesté et l'idée d'avoir des gens, et cette histoire de vouloir, au XXIe siècle, envisager l'avenir en se replongeant dans le passé. Mais ce sont deux questions. Si on les résout, on sortira de ce problème-là. Si on ne les résout pas, on s'enfonce. Une question toute simple, Mahmoud Azari. Il y a, quand on discute avec les gens, comme ça, bâton rompu, un peu comme on fait ce matin, il y a deux écoles. Il y a ceux qui nous disent Mayotte a besoin d'un chef. On est dans un fonctionnement tribal, sans que ce soit péjoratif. On est dans un fonctionnement tribal. On a besoin d'un chef. Regardez, chaque fois qu'on a eu un chef, genre Bamana, genre les Giraud, etc., ça fonctionnait. Il nous faut un chef. Un chef qui ne va pas hésiter à nous envoyer chier s'il a besoin de nous envoyer chier. Et puis, il y a une autre école, celle que vous dites, il n'y a pas besoin de chef. Il faut un groupement de spécialistes donc capable d'aborder chaque sujet. Quelle est la réalité? De quoi Mayotte a besoin? A besoin d'un chef ou d'un collectif de chefs? Et de chef qui a du charisme. Ah oui, oui, et que c'est le propre du chef. Il faut savoir une chose. Vous allez me répondre quand même. Oui, mais oui. Un leader, tout dépend. Dans le monde moderne, un chef d'entreprise, par exemple, même s'il est mis à son poste par des actionnaires, à un moment donné, les salariés le suivent ou ne le suivent pas. C'est pour ça que vous avez des grèves ou pas de grèves, etc. Mais dans la vie sociale, c'est pareil. Dans les équipes de football, etc., on admire un chef et on le suit. Mais on le suit parce qu'on a confiance et on l'admire. À partir du moment où cette confiance et cette admiration et cette nécessité d'avoir un chef n'est pas partagée, à ce moment-là, celui qui se dit qu'il est chef doit arrêter et se dire je dois me faire accepter avant que je sois un leader. Mais tant qu'on ne m'accepte pas, alors je fais l'effort d'expliquer et de gérer les choses avec ce qui existe. Revenons à cette idée de repartir sur les propositions qu'on a faites pendant le mouvement, de revoir les choses avec les journalistes, les médias pour que tout le monde recommence à s'intéresser à Mayotte. Mettons les sujets sur la table et s'il doit avoir un chef, le chef ressortira naturellement de ces discussions-là, mais pas un chef imposé par des esprits à la mode années 60. On a compris. Ça peut pas marcher. Très rapidement, parce qu'il est 6h58, juste une réponse par oui ou par non, si c'est possible. On a un message. Ravi d'entendre Monsieur Mahmoud Azari, qui reste assez, à quelques détails près, fidèle à l'historique. Mais voilà la question qui se pose. Après tout ce récit, Monsieur Azari pense-t-il sérieusement qu'il faut encore continuer à collaborer, en majuscule, avec les élus ou marquer une distance en se rapprochant du peuple? C'est Fatihou qui écrit ça. Oui ou non? On discute encore avec les élus ou pas? Non, mais on discute avec des élus parce que ce sont des élus de Mayotte. Ouais. Ok, tant qu'ils ne sont pas... Mais vous connaissez ma position envers des élus. Oui, il faut répondre à cette question. Moi, je considère que beaucoup d'élus de Mayotte sont illégitimes
on l'a vu dans l'affaire du syndicat des autres, de SMAE, etc., sont illégitimes parce qu'on sait comment ils sont arrivés là par des méthodes qui ne sont pas très claires, où on finance des campagnes, etc. Donc pour moi, mais en tant que personne, ils sont illégitimes. Mais le gouvernement, lui, tant que la justice n'a pas emprisonné ces gens-là, considère que ce sont des gens qui sont légitimes. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à discuter, selon vous, discuter avec des gens qui sont illégitimes. Il faut parler, mais ce qu'il faut pas, ce qu'il ne faut plus, c'est, je le dis, que par exemple, on soit reçu avec la ministre à son deuxième voyage et qu'on ait votre collègue Amina Harité, qui est quoi déjà par rapport à Tani, la suppléante de Tani, et référente de la République en marche, référente de la République en marche, qui vient s'insérer dans la réunion, faisant croire au gouvernement que nous, on est les objets de LRM, parce que la référente LRM est dans la salle avec le collectif, et la suppléante de Tani est dans la salle avec le collectif, faisant croire justement qu'on est en train de collaborer. Ça, ce piège-là, nous sommes tombés dessus, et j'ai dit à tous les autres, si on continue là, on se fait bananer, il faut juste qu'on arrête effectivement de faire ce genre de jeu stupide. Merci beaucoup Mahmoud Aziari. Merci de nous avoir rappelé un petit peu aussi l'historique de ce qui s'est passé, ce qui permet de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui entre les différents collectifs. Cela étant dit, on n'a pas encore amené de solution. Ça vous donnera l'occasion de revenir et cette fois-ci de proposer des solutions à ce problème. Merci Mahmoud Aziari. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.